Bonjour à tous, mon nom est Samuel Caillou, je travaille au laboratoire chauffage et ventilation du CSCC. Dans cette courte formation vidéo, nous allons parler de la position des prises d'air et de la filtration dans le cadre de la ventilation résidentielle. En effet, la position et le choix des prises d'air ainsi que le choix de la filtration sont des éléments particulièrement importants pour les systèmes de ventilation mécanique de type D et pour la conception de ces systèmes afin d'atteindre de bonnes performances dans la ventilation des logements. Ainsi, l'emplacement de la prise d'air pour les systèmes D est particulièrement important pour éviter la recirculation d'air pollué provenant de différents rejets d'air ou de gaz. Vous avez ici deux photos illustrant des mauvais exemples. Sur la photo de gauche, la prise d'air est placée trop proche du rejet d'air de la ventilation et également de l'aération des eaux usées. Sur la photo de droite, la prise d'air est placée juste à côté du rejet d'air, mais également beaucoup trop proche d'un conduit de fumée d'un système de chauffage. Alors de quel rejet d'air ou de gaz parle-t-on pour éviter la recirculation d'air pollué? Il peut y en avoir de plusieurs types. Tout d'abord, l'évacuation des appareils de combustion pour le chauffage. Ensuite, les sorties de rejet de la ventilation. Également l'aération des eaux usées, ou encore divers rejets tels que le rejet d'une hotte ou d'un séchoir par exemple. Tous ces rejets peuvent être situés sur le même bâtiment, mais attention, c'est également plus compliqué parce qu'ils peuvent parfois se situer sur un bâtiment voisin, comme on le voit sur la photo en bas de l'écran. Alors pour déterminer la distance suffisante entre la prise d'air et le rejet d'air, il existe des formules qui peuvent nous aider. En particulier, dans la norme NBN EN 13779, il existe un certain nombre de formules pour des cas typiques en fonction de la position de la prise d'air en façade ou en toiture, ou les deux en façade, etc. Dans ces différentes formules, on va principalement utiliser les paramètres suivants, comme indiqué sur le schéma de droite: la différence de hauteur en valeur absolue entre les deux ouvertures et la distance la plus courte qui peut être parcourue par l'air entre ces deux ouvertures. On a ici juste un exemple d'une formule provenant de cette norme qui s'applique pour une prise d'air et un rejet d'air situé en toiture d'une toiture inclinée. Si on applique cette formule, je n'entre pas dans les détails, on va voir que pour le débit qui est nécessaire dans cette maison de 450 m3 par heure, c'était une maison avec une profession libérale, on a besoin d'une distance minimum entre rejet et prise d'air d'au moins 3,50 m, ce que l'on n'atteint pas dans le cas présent ici. Alors pour éviter de devoir faire des calculs parfois compliqués avec ces différentes formules, on a prévu un certain nombre de règles simples, de règles simplifiées qui permettent de faciliter le choix de la position de la prise d'air par rapport à ces différents rejets. Pour tous les rejets de type ventilation et chaudière au gaz, on recommande ainsi d'avoir une différence de hauteur de minimum 2 mètres entre les deux et de placer la prise d'air toujours plus bas que tous ces rejets, que ce soit donc ventilation, hotte ou chauffage au gaz. Si possible, on recommande également de placer la prise d'air sur une paroi différente de ces différents rejets. En pratique, les deux photos ci-dessous illustrent des solutions concrètes avec la prise d'air en façade ou sur un pignon et le rejet ou les différents rejets situés en toiture. Pour les autres rejets de chauffage, notamment au mazout et au bois, des précautions supplémentaires s'imposent. Il faut d'abord rappeler que la recommandation générale pour les débouchés de conduits de fumée de ces chauffages au bois et au mazout est toujours de placer ces conduits en toiture le plus haut possible et si possible au-dessus du faîte. Bien évidemment, si ces débouchés sont déjà préexistants, dans le cas d'une rénovation par exemple, et situés à un autre endroit, en façade, on va devoir s'adapter pour placer la prise d'air du système de ventilation. Comme illustré dans le schéma du bas, on va dans ce cas placer la prise d'air le plus loin possible et au minimum à 10 mètres des différents rejets et également sur une autre paroi, sur une autre façade ou en toiture par exemple. Le choix de l'emplacement de la prise d'air tiendra compte également d'autres sources de polluants éventuelles et on veillera également à protéger la prise d'air contre la pluie.
Ainsi, la prise d'air sera éloignée autant que possible de différentes sources de pollution. Par rapport au sol, on recommande une hauteur minimum de 70 centimètres afin d'éviter le contact avec la végétation ou avec les animaux. On va également choisir un emplacement pour la prise d'air qui soit éloigné d'un parking, d'un local à poubelle, de la végétation, etc. Et par rapport au trafic, si on a la possibilité de choisir une autre façade que la façade à rue, c'est également préférable. La prise d'air devra également être protégée contre la pluie grâce à sa conception avec un chapeau, comme on le voit sur la photo ici présente, ou également avec une vitesse d'air qui sera limitée si possible à 2 mètres par seconde au niveau de l'ouverture de la prise d'air. Mais en pratique, cette recommandation est souvent difficile. On choisira également une prise d'air avec un treillis grossier. Un treillis grossier, comme on le voit sur la photo du haut, on entend par là un treillis avec des mailles par exemple de 10 mm de côté. Ce treillis grossier va permettre d'empêcher l'entrée de gros débris tels que des feuilles ou des petits animaux par exemple. On évitera par contre de choisir une prise d'air avec un treillis plus fin, et en particulier avec un treillis trop fin, car ce treillis va s'encrasser très fortement avec les poussières présentes dans l'air et les pertes de pression vont augmenter très rapidement. En effet, la dimension d'une prise d'air n'est pas comparable à la dimension d'un filtre et donc n'a pas la même fonction. Il n'est donc pas possible de réaliser une sorte de filtration grâce à ce treillis fin au niveau d'une prise d'air de ventilation. Au niveau du choix de la prise d'air, il y a évidemment souvent des critères esthétiques puisqu'elles sont visibles en façade ou en toiture, mais il faut également être très attentif au choix de la prise d'air par rapport aux pertes de pression occasionnées par différentes prises d'air. On voit ici 3 exemples de prises d'air qui sont couramment utilisées actuellement, et pour chacune de ces prises d'air, on a représenté en graphique les pertes de pression par rapport au débit. Et on voit que pour la prise d'air du haut, la numéro 1, les pertes de pression sont beaucoup plus élevées que dans les deux autres. Par exemple, pour un débit de 250 m3, on a déjà une perte de pression de plus de 80 pascal pour cette prise d'air, ce qui est vraiment très très élevé par rapport à la prise d'air totale qu'on peut espérer obtenir dans un système de ventilation. Cette perte de pression plus élevée est évidemment due à une section nette de passage de l'air qui est beaucoup plus faible, qui est de 150 cm² pour cette prise d'air par rapport aux deux autres qui ont plutôt des sections de passage libres qui sont supérieures à 300 cm². Ensuite, avec un système D, il est évidemment nécessaire de filtrer l'air d'alimentation et également l'air d'extraction. La première raison de réaliser la filtration avec un système D est de permettre la protection du système contre l'encrassement, permettre la protection de l'échangeur de chaleur et des ventilateurs notamment. Pour cette première fonction de protection, on va utiliser minimum un filtre grossier de classe G4 par exemple, selon l'ancienne norme EN 779, ou de classe ISO Corse 60% selon la nouvelle norme ISO 16890. À noter, attention, que ces deux normes ne sont pas strictement équivalentes en fonction des classes, ce sont ici juste des équivalences indicatives. Ce qui est très important également à côté de la classe du filtre, c'est de veiller à un caisson de filtre qui est suffisamment étanche à l'air pour éviter le bypass de poussière ou de polluants à côté du filtre. À côté de cette fonction de protection, on peut dans certains cas vouloir également utiliser la filtration pour améliorer la qualité de l'air neuf. Le but ici est évidemment de filtrer les particules présentes dans l'air extérieur, particules fines, PM10, PM2.5, les pollens, les moisissures, etc. Cette filtration pour améliorer la qualité de l'air neuf n'est évidemment possible qu'avec les systèmes mécaniques de type B et D. Et elle n'a évidemment de sens que si on a une enveloppe du bâtiment qui est suffisamment étanche à l'air pour éviter l'entrée de ces poussières par d'autres moyens d'entrée que le système de ventilation lui-même. Comme je le disais, le filtre et le caisson de filtre doivent être suffisamment étanches. C'est vraiment très important et aussi important que la classe de filtre.
On évitera ainsi particulièrement les filtres de type chaussette, comme on le voit sur la photo du milieu, qui sont fixés sur un cadre en métal et qui ne sont pas suffisamment étanches par rapport aux caissons du filtre. Dans certaines machines plus anciennes, il était parfois également possible de placer le filtre dans le mauvais sens, ce qui occasionnait éventuellement une fuite parce que le filtre n'était pas symétrique. Heureusement, les fabricants sont de plus en plus attentifs à ce problème et ne permettent plus aujourd'hui d'avoir, dans les machines récentes, de placer le filtre à l'envers. Une mauvaise filtration et notamment des fuites autour du filtre ont évidemment des conséquences également sur l'encrassement des conduits, comme on le voit par exemple sur la photo de droite. Il est donc important de choisir des filtres efficaces, mais surtout des filtres étanches au niveau du caisson pour protéger le système contre l'encrassement. Ensuite, si on veut malgré tout utiliser la filtration pour améliorer la qualité de l'air extérieur, on peut utiliser un filtre plus fin qui sera de préférence protégé avec un pré-filtre. De nouveau, il faut faire très attention à l'étanchéité du caisson de filtre, de ce filtre fin. Ça n'aurait pas de sens d'avoir un filtre fin qui ne permet pas une étanchéité suffisante et avec lequel les poussières peuvent passer simplement à côté du filtre. Alors par rapport au choix du filtre, pour le filtre fin, on choisira par exemple un filtre de type F7 selon l'ancienne norme ou de type ISO PM1 avec une efficacité supérieure à 50% ou ISO PM2.5 avec une efficacité supérieure à 65% pardon, selon la nouvelle norme. Pour protéger ce filtre fin, il est recommandé d'utiliser en amont un filtre grossier de classe par exemple G3 ou G4 selon l'ancienne norme ou ISO coarse avec une efficacité supérieure à 50 ou 60% selon la nouvelle norme. Alors en pratique, comment peut-on protéger le filtre fin avec ce filtre grossier? Il y a plusieurs possibilités. Soit on va placer le filtre fin après le groupe dans un caisson de ventilation supplémentaire, comme illustré dans la photo du haut. Soit dans certains groupes, on a directement la possibilité de placer deux filtres en série. Certains fabricants permettent de placer ces deux filtres directement dans le groupe. Une autre possibilité est d'avoir le pré-filtre avant le groupe, lui-même dans un caisson supplémentaire, comme illustré sur la photo. Et enfin, si ce n'est pas possible, on peut, dans certains cas, si on a la place dans le caisson de filtre dans le groupe, placer un pré-filtre directement déposé sur le filtre fin dans le groupe de ventilation. Voilà donc ce qu'on peut dire concernant le choix de l'emplacement de la prise d'air, le choix de la prise d'air et la filtration pour les systèmes de ventilation mécanique de type D dans les logements. Vous pouvez trouver plus d'informations pour la conception de ces systèmes et des autres systèmes de ventilation dans les logements dans la note d'information technique numéro 258. Cette note d'information technique est également accompagnée d'un outil de calcul, l'outil Optivent, qui accompagne différentes étapes de la conception et de l'installation des systèmes de ventilation. Ces deux outils peuvent être facilement retrouvés sur le site du CSTC ou dans un moteur de recherche sur Internet. Merci pour votre attention.